Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et l'actualité passée en revue aujourd'hui par Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir. Bonjour Valérie. Bonjour Éric, je rappelle que le nouveau numéro est en kiosque depuis quelques jours avec cette incroyable enquête, cette immersion d'une de vos journalistes dans les milieux d'extrême gauche, en particulier dans une association Urgence Palestine qui aujourd'hui organise aussi les blocages notamment de la Sorbonne, donc c'est très actuel. C'est très actuel. Jérôme Dubu, bonjour, membre du Polydé d'Horizon, bonjour à vous. Pamela Tambi, bonjour, vous êtes communicante, merci d'être avec nous, on est heureux de vous accueillir pour la première fois aujourd'hui. Régis de Castelnau, bonjour, toujours bonjour, avocat, Valérie. toujours l'auteur d'une justice politique, toujours membre de la rédaction de Front Populaire et votre blog Vue du droit également où vous postez vos commentaires de l'actualité. On va reparler de Sciences Po Paris avec Valérie Pécresse qui annonce suspendre les subventions. On va parler de Jean-François Aquili, ce journaliste licencié de France Info. Procès politique, il est accusé d'avoir eu des entretiens avec Jordan Bardella en vue d'un livre qu'il n'a pas fait. Après, je pense qu'il y a d'autres griefs peut-être de la direction de France Info. Néanmoins, ça pose question. Éric Dupond-Moretti qui veut sévir contre les agressions pour non-pratique religieuse. Évidemment, toujours Châteauroux, la violence des mineurs et la question des Afghans qui arrivent en France. Évidemment, tous ces sujets. Dans un instant, on va peut-être commencer avec vous, Régis. C'est un coup de cœur pour Louis Boyard, tiens. Ça commence fort. Oui. Ça commence fort. Mais c'est une provocation. Hein. Non, pas une provocation. Parce qu'on me reproche souvent d'être négatif et de n'avoir que des coups de gueule. Et je me suis dit, qu'est-ce que pourrait être le coup de cœur ? Et j'ai entendu ce brave Louis Boyard que je passe mon temps à brocarder, dont on se moque abondamment. Je l'ai entendu devant Apolline de Malherbe avoir un discours court, hein, mais très clair sur la GPA. Moi, personnellement, pour le savoir, hein, je joue carte sur table, je suis radicalement opposé à la GPA parce que je considère que les bébés ne sont pas des produits achetables et je considère que le ventre des femmes n'est pas non plus à vendre. Et donc et il a pris une position très claire sur des arguments de bon sens et j'ai trouvé ça pas mal. C'était bien énoncé en plus. On a plutôt l'habitude de le voir comme un guignol dire parfois n'importe quoi et là c'était bien, ce qui montre bien que je crois que c'est aussi la position de Jean-Luc Mélenchon, ce qui montre bien en ces temps où on les critique abondamment, de rappeler que sur cette question ils n'ont pas une position wokiste ni entre guillemets progressiste et je trouve que c'est une bonne chose. Bon, écoutez, c'était un coup de provoque qui se termine comme ça. On a beaucoup parlé de la GPA nous ici hier. On en a beaucoup débattu ici. Éric Tegner, c'est un coup de cœur. Oui, exactement. C'est un coup de cœur sur la démission d'Humza Yousaf. Vous savez, c'est le Premier ministre écossais qui était en poste depuis 1 an et 1 mois et qui se voit obligé aujourd'hui de démissionner parce qu'il y a une rupture avec sa coalition, notamment les écologistes. Alors pourquoi c'est un coup de cœur ? Parce que ce Premier ministre écossais d'origine pakistanaise incarnait complètement aujourd'hui la dérive communautariste qui peut exister notamment sur le Royaume-Uni. Alors non pas parce qu'il était d'origine étrangère, bien entendu, on peut être d'origine extra-européenne et totalement s'assimiler à certaines valeurs européennes, mais tout simplement parce qu'il était un peu ce melting pot entre le wokisme, favorable notamment à l'identité transgenre, et en même temps il était aussi soupçonné d'être un peu une 5e colonne avec des relents islamistes. On l'a vu, un des principaux soutiens aujourd'hui, notamment de la cause palestinienne. Il y a certains éléments aussi sur son passé qui interpellent. Il avait notamment, il y a près de 7 ans, lorsqu'il était collaborateur parlementaire d'un député qui était musulman, rencontré justement
Bachir Ahmad, c'était Bachir Ahmad, le député, il avait rencontré un des responsables du Hamas, donc ça avait fait jaser déjà à l'époque. C'est quelqu'un qui à chaque fois aussi revendique les prières religieuses pendant le Ramadan devant les télévisions. Il va justement le diffuser sur les différents réseaux sociaux. Il médiatise justement ces différentes prières aujourd'hui de façon très importante, et il participait aussi à certains instituts comme l'Islamic Relief Worldwide qui étaient également soupçonnés d'antisémitisme parce qu'un des dirigeants justement avait dû démissionner pour ce type de raison. Donc aujourd'hui c'est un coup de cœur parce qu'il démissionne. Je pense que c'est une bonne chose parce que justement il représentait aujourd'hui ces dirigeants européens qui apportent aussi du grain à moudre un petit peu à ces pays arabes qui disent en permanence regardez, dans ces pays humanistes de l'Occident, nous avons des soutiens là-bas qui défendent la cause palestinienne, avec toujours cette ambiguïté sur le 7 octobre. Oui, moi je partage globalement ce qui a été dit, mais je voudrais pas qu'on en fasse une leçon pour l'avenir, si vous voulez, parce qu'on a le contre-exemple en Angleterre, qui est Rishi Sunak, qui lui est aussi d'origine indienne, alors d'une haute famille effectivement indienne, mais qui manifeste et qui symbolise l'inverse, c'est-à-dire l'assimilation et l'intégration. Tout à fait. Donc on peut être d'origine étrangère et être un leader, même un Premier ministre, que je trouve assez brillant. Alors il se débat dans des conditions très difficiles, parce que sa majorité, effectivement, est remise en cause à chaque élection partielle, puisque les travaillistes sont plutôt en tête et gagnent les élections. Mais je veux dire que c'est exactement l'inverse du Premier ministre écossais. Avec un marqueur fort, c'est que lorsqu'il était justement devenu député, ce Premier ministre écossais, il avait prêté serment, non pas justement en écossais, mais en ourdou, c'est-à-dire sa langue d'origine de sa famille au Pakistan. Donc c'était un marqueur de non-assimilation. De l'assimilation avec Rishi Sunak, et on a l'échec de l'intégration et de l'assimilation avec le Premier ministre écossais. Oui, Pamela Tambi, vous voulez réagir sur ce sujet? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon. Et Régis? Oui, malheureusement, Rishi Sunak, je m'interroge. Bon, effectivement, il est totalement intégré. Il est surtout, j'ai l'impression, intégré par l'argent. C'est-à-dire que c'est une très grande famille. Il est marié à une des premières fortunes de l'Inde. J'ajoute que c'est l'Inde qui est en pleine élection actuellement. Il y a 900 millions d'électeurs, donc ça dure des semaines et des semaines. Toujours est-il que ils sont assez pro-israéliens, les Indiens. Et ça fait longtemps que ça dure. Donc le problème est un petit peu différent de l'Écossais. Moi, il y a ce mélange, effectivement, ce mélange entre le wokisme et l'islamisme que je trouve assez sidérant. Le concernant, je mets de côté la question palestinienne. Moi, je me réjouis de cette démission, d'abord et avant tout parce que c'était le vecteur de mise en cause des libertés publiques extraordinaire en Écosse. Ils ont promulgué des lois selon lesquelles si vous êtes offensant, si vous êtes méchant, vous encourez des peines, et il y en a eu qui ont été appliquées, des peines de prison très lourdes. Comme ce qu'on fait en France. C'est cette dérive, on n'en est pas encore là en France, mais c'est cette dérive-là que je trouvais assez effarante. Alors est-ce qu'ils se ressaisissent enfin les Écossais? Je suis pas sûr. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, on va parler de Sciences Po, on va parler de plein d'autres choses avec vous évidemment. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Éric Tegner, journaliste, président de Livre Noir. Le dernier numéro est en vente en kiosque avec cette enquête, je le rappelle, dans les milieux. Une de vos journalistes s'est infiltrée dans l'association France-Palestine. Urgence Palestine, pardon. Une infiltration qui est assez glaçante quand on lit cette enquête. Jérôme Dubu, membre du Polydé d'Horizon. Pamela Tambi, vous êtes communicante, et Régis de Castelnau, avocat, Vue du droit, c'est votre blog. Vous avez publié Une justice politique et membre de la rédaction de Front Populaire. On va revenir sur ce qui s'est passé à Sciences Po Paris avec Valérie Pécresse qui annonce suspendre les subventions à Sciences Po. Le gouvernement, par la voix de la ministre de l'Enseignement supérieur, annonce qu'il n'y aura pas de subvention, de suspension pour sa part du gouvernement. On va revenir sur Mathilde Panot, Rima Hassan au tribunal, Éric Dupond-Moretti qui veut
d'Agvir contre les agressions pour non-pratique religieuse. À ce sujet, je voulais juste vous signaler, si vous êtes sur X, ex-Twitter, d'aller lire le long thread, comme on dit, la longue explication de Fergan Aziari sur ce livre dont plusieurs médias se sont fait l'écho, je pense sans l'avoir lu, à savoir Le Monde, à savoir Quotidien, sur ce livre qui s'appelle La France, tu l'aimes mais tu la quittes. Il se trouve que Fergan Aziari a lu le livre et qu'il y a un certain nombre de subtilités qui font que ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, à savoir que les Français musulmans de confession musulmane partiraient massivement. Il faut savoir que ce sont des chercheurs du CNRS, donc c'est une enquête qui a été faite avec notre argent d'une certaine manière, puisque c'est une enquête qui a été faite par le CNRS avec des gens qui sont proches du CCIF, que les gens qui sont interrogés vivent dans des pays pour lesquels la liberté n'est pas forcément, et la démocratie n'est pas forcément la meilleure, et pour lesquels ils n'ont aucune critique. Donc allez-y, parce que c'est assez long, mais c'est très intéressant. Vous l'avez Non, moi j'ai lu une enquête extraits, qui avait été faite par France Info, qui était très intéressante sur ce livre, parce que en réalité, il y a quelques personnes qui partent, mais il y en a quand même 4 à 500 000 qui arrivent tous les ans, dont un certain nombre d'origine musulmane. Ouais. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, que le flux, il est plutôt en sens inverse. Voilà. Et alors les gens qui s'exprimaient en disant la France c'est affreux, c'est plus du tout la patrie des droits de l'homme, on respecte pas notre religion. Moi j'ai entendu un jeune homme, d'ailleurs très cash, qui disait voilà, moi je gagne pas assez d'argent, je vais gagner plus d'argent au Maroc, et donc je pars au Maroc. Ça n'avait pas du tout la moindre considération religieuse. C'était purement un problème d'intérêt financier. Voilà. Et l'autre, effectivement, disait c'était une jeune fille, alors plutôt des bacs très diplômés, des gens très diplômés, des bacs plus 7 plus 8, qui disait on respecte pas ma religion en France. Voilà. Et 2 exemples que j'ai entendus issus de ce livre. Et stupéfiant. Et surtout, si les musulmans en France sont malheureux et veulent partir, moi j'ai une question. Pourquoi dans ce cas-là, au sein de l'Union européenne, les femmes musulmanes font en moyenne 3 enfants par femme contre 2 enfants en moyenne? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles se sentent suffisamment en sécurité pour se dire aussi je construis des familles, et des familles bien plus nombreuses que les familles plutôt, je dirais, historiques, françaises et européennes. Ouais. Et c'est ce qui dit qu'effectivement, ils vont dans des pays où là, encore une fois, je suis pas persuadée que la liberté soit le. Vous avez lu le livre? Vous en avez entendu parler? J'en ai entendu parler, je ne l'ai pas lu, mais je compte le faire. Mais surtout, il faut s'interroger aussi sur, mais les méthodes de l'ex-CCIF et de Marwan Mohamed. Donc on sait auparavant qu'il gonflait ces chiffres. Donc on peut vraiment s'interroger. Moi je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur la méthode. Donc je compte lire le livre et vraiment je pense qu'il y a une question de méthode. De méthode et puis moi, encore une fois, je n'ai pas lu le livre, mais de ce que visiblement Fergan raconte, l'information a été très biaisée dans la manière dont le livre a été vendu entre guillemets dans les médias sur la stigmatisation des musulmans. Ce qui est hallucinant, c'est que Le Monde, qui a été le premier à faire ce grand article justement sur cet ouvrage, qui est quand même le spécialiste pour trouver à chaque fois, vous avez un ami d'extrême droite, donc il faut vous virer, on en parlera tout à l'heure avec Akili chez France Info, du coup ça vous décrédibilise, etc. Mais là, ils n'ont pas vu qu'il y en avait un, il venait du CCIF, quoi. C'est-à-dire une association dissoute par Darmanin pour islamisme. En réalité, l'idée c'est de faire le parallèle avec l'ALIA. C'est tout à fait ça, c'est de faire le parallèle avec l'ALIA, donc les Français de confession juive qui partent en Israël. Alors là, effectivement, il y avait un vrai volant de départ, très clairement identifié et justifié. À un moment où ils étaient extrêmement menacés. Ils sont ciblés, ils sont menacés. Mais cette affaire de musulmans, de Français d'origine musulmane qui partiraient, excusez-moi, mais c'est de la flûte. C'est de la flûte. Vous en avez entendu parler, Régis, de ce livre? Oui, j'en ai entendu parler. Ça m'a pas beaucoup intéressé parce que, effectivement, pour les mêmes raisons qu'Éric Tegner, même si nous ne serons pas d'accord sur le fond, c'est que Le Monde a monté ça en épingle, c'est une opération de désinformation toute simple. J'aurais tendance à répondre écoutez, s'ils repartent dans leur pays d'origine, par exemple, ils sont français, oui, c'est des Français. mais d'origine, j'ai bien dit d'origine,
j'ai bien dit d'origine, que ces pays dont leur famille est issue, récupèrent des cadres formés, des gens de qualité, parce que, si j'ai bien compris, parce que les 500 000 qui arrivent tous les ans, c'est pas le même niveau, ni d'intégration ni de formation. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Non, je crois que c'est une importation en France de polémiques qui ont des objectifs de politique intérieure clairement. Je vois pas qu'on puisse imaginer qu'il y ait un phénomène de masse. Quant à l'ALIA, moi, je suis pas tout à fait de ceux qui considèrent que les Juifs étaient avant, dans une situation dangereuse, mais il y avait un prosélytisme fort d'Israël, il y a un ministre de la diaspora, etc. Depuis le 7 octobre. Mais non, je suis pas d'accord. Depuis le 7 octobre. Non, attendez, s'il vous plaît. Je voudrais aller au bout. Je dis que l'ALIA, c'est-à-dire que Israël, depuis sa création, l'immigration intérieure est quelque chose de fondamental. C'est clair. Bon, je vais pas en discuter maintenant, c'est un autre problème. Mais là, ça n'a strictement rien à voir. Et essayer de créer un faux problème, je trouve ça finalement assez déplaisant. Non, mais le but surtout étant d'encore une fois de faire passer la France pour la méchante France islamophobe. Ouais. C'est vraiment le but. Oui, tout à fait. C'est le but recherché. Ah non, mais c'est exactement. C'est effectivement lié. Alors l'auteur dit qu'il y a environ, je l'ai entendu récemment, il dit qu'il y a 50 à 60 000 personnes françaises de confession musulmane qui quitteraient la France tous les ans. Ce qui paraît énorme. Mais il faut interroger la méthode. Non, c'est pas énorme. Ah si, 50 000, 50 à 60 000. Non, c'est pas beaucoup. Moi, ça me paraît pas beaucoup. Non, mais on a un pays de 60 millions d'habitants. Je veux dire, il y a des centaines de milliers de gens qui rentrent, qui sortent. L'immigration de France, elle est importante chez les jeunes, etc. Non, pour moi, si c'est 50 000, c'est pas beaucoup. Non, mais ce qu'explique Fergan Azeri dans son tweet également, c'est que la méthode en elle-même, eux-mêmes disent un phénomène difficile à quantifier. Voilà, exactement. C'est un questionnaire qui a permis de toucher 1070 personnes, qui a été complété par 139 entretiens. À partir de cela, on fait un livre avec cet énoncé, effectivement, qui est la stigmatisation enfin bon, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et dans le même temps, ils vont dire que Florence Bergeau-Blackler, quand elle fait des enquêtes, etc., elle, en revanche, c'est pas bien travaillé, c'est pas sourcé, c'est pas objectif, il n'y a pas les bonnes méthodes, etc. Ça nous rappelle quand même que, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, Valérie, ces organismes aujourd'hui qui sont quand même payés par notre argent et par l'argent public, en fait, ils ont d'abord un biais idéologique qui va faire que ils vont plus ou moins aller dans tel sens et avoir une caisse de résonance médiatique. Allez, Pamela Tambi, on va passer à votre coup de gueule. Ça fait partie des sujets que je voulais qu'on évoque. Ce qui s'est passé à Châteauroux, ce jeune homme de 15 ans, cet adolescent de 15 ans, Mathis, poignardé par un jeune Afghan également qui avait été interpellé la semaine précédente, relâché. Qu'est-ce que vous vouliez dire sur ce sujet ? Écoutez, moi j'ai été vraiment ulcérée, mais étonnée. J'ai écouté donc le maire de Châteauroux sur BFM TV et il y a eu cette petite phrase: je crois que le message à faire passer, il faut être positif. Et je me suis posé la question, voilà un gamin qui vient d'être poignardé par un autre gamin. Nous faisons face depuis plusieurs mois, pour pas dire depuis quelques années, à une montée de l'hyperviolence en France, chez les très jeunes, et qui est devenu le seul moyen d'expression chez certains jeunes. Et ça nous interroge aussi sur la société, parce qu'on dit quel monde on va laisser aux générations futures. Eh bien, j'aimerais aussi poser la question, quelle génération on va laisser au futur, donc au monde futur. Donc moi, j'ai été vraiment... Mais alors, je me suis posé la question, mais pourquoi il faut être positif? Parce que, figurez-vous, on nous a dit, il ne faut pas faire de la récupération politique, il ne faut pas faire le jeu d'eux, il faut se taire, et donc maintenant, il faut aussi être positif. J'estime que, j'estime que ce n'est pas le rôle d'un maire.
de venir nous dire, je peux tout à fait comprendre le besoin de la famille de se recueillir, d'être éloigné du bruit médiatique, etc. Je peux tout à fait comprendre ça, la décence, mais en revanche, je ne peux pas comprendre qu'un maire vienne nous dire comme ça, donc comme une injonction, il faut être positif. Eh ben non, on n'a pas envie d'être positif, parce que moi je suis parent, et aujourd'hui je me pose la question, il y a déjà la question de, comment vous dire, le devoir régalien de l'État de nous protéger, de protéger nos enfants. Et donc aujourd'hui, je me pose la question, donc est-ce qu'on est protégé? Est-ce que nos enfants sont protégés en France? Et non, j'ai pas envie d'être positif. Oui, alors il s'est expliqué, il a réagi en disant que ce qu'il avait dit, ses paroles en fait étaient en accord avec ce que les parents du jeune Mathis lui avaient demandé de dire. On va marquer une pause et on va continuer. Voyez-vous, je trouve que c'est trop facile de s'abriter derrière les parents. On va en débattre. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, nous parlions de Châteauroux, de son maire Gilles Averrousse, et de sa prise de parole hier sur BFM. Vous disiez, Pamela Tambly, que vous aviez été choquée par cette phrase quand il dit il faut être positif. Alors, j'ai pas entendu l'ensemble de sa démonstration. Je l'ai entendu ce matin où il disait que sa prise de parole était extrêmement mesurée par rapport à la volonté des parents. Vous disiez, Jérôme Dubus, c'est trop facile de se... Non, j'essaie de mettre à la place de l'élu, parce que je l'ai été, et j'ai eu affaire à ce genre de choses avec une rixe dans le 17e qui avait fait un blessé très grave, un jeune de 14 ans, si mes souvenirs sont bons. Et c'est difficile de réagir. Voilà, quand on est élu. Alors c'est épouvantable pour les familles qui connaissent ça, bien évidemment, parce que leur fils ou leur fille est massacré et entre la vie et la mort. Mais quand vous êtes élu, c'est très difficile de réagir. Voilà. Je voulais juste mettre un bémol à ce que vous avez dit en me mettant à la place de l'élu. J'ai vu ce qu'avait dit le maire de Viry-Châtillon, par exemple, qui est pas de la même étiquette politique si on se place sur le plan politique du maire de Châteauroux, c'est un LR pur sucre, donc plutôt musclé, etc. Et il a eu à peu près la même réaction. Il est sur le terrain 24 heures sur 24, il connaît les gens, il a vu ce qui s'était passé. Donc voilà, c'était juste un bémol à ce que vous avez dit. Bon, oui, Éric Tegner, et puis allez-y, Régis, vous êtes à distance, c'est plus compliqué. On vous écoute. Pas tellement. Ouais. Cette affaire est extraordinaire en ce qu'elle révèle tout. Elle révèle tout. On a un meurtre horrible, je dirais presque un assassinat, puisque le jeune est allé chercher un couteau, il était en colère, nous dit-on. Sa mère a participé, semble-t-il, au meurtre, bravo. On n'en sait rien pour l'instant, faut être prudent. Hein. Bon, alors je vais être prudent. On a comment dire, un mineur afghan, c'est-à-dire que on a aujourd'hui en France, et tous les policiers le disent, un problème avec les mineurs immigrés, parce que, entre autres, la Ligue des droits de l'homme a transformé les ASE, aide sociale à l'enfance des départements, en une filière d'immigration pour les mineurs non accompagnés, dont les 3/4 ne sont pas mineurs d'ailleurs. Ça coûte 3 milliards d'euros au budget de la nation, en particulier à ceux des départements qui ont cette compétence. On a une justice qui est impuissante. Quand, faute de moyens, ou bien pour des raisons idéologiques, elle passe son temps à remettre en liberté des délinquants. J'ai appris que ce garçon avait déjà été interpellé pour un vol de portable avec un couteau, et il a été mis en liberté. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, on a donc faute de moyens, on a une police qui n'a pas les moyens d'intervenir, hein, et jour après jour, on a ce genre de catastrophes et de drames atroces qui se produisent. Et pardon. J'ajoute que les réactions sont à chaque fois les mêmes. Le maire, il met la poussière sous le tapis et il essaye d'apaiser au plan local. Oui, c'est vrai, je comprends en plus, il essaye d'apaiser parce qu'il n'a aucun moyen pour intervenir là-dessus. Ensuite, on a les médias, la polémique s'en empare. Moi, je suis désolé. Le lendemain de l'information selon laquelle ce drame avait eu lieu, je regarde BFM par hasard et je tombe sur oui, mais vous comprenez, voilà, on a des informations
information, le jeune homme qui a tué le jeune Matisse avait été insulté par celui-ci qui lui avait traité de sale afghan, retourne dans ton pays. Comme si c'était présenté comme une justification. C'était extraordinaire. Comment voulez-vous que ce ne soit pas insupportable pour les gens qui entendent ce genre de choses? Non. Alors, ce que je constate, c'est que l'espace public en France est aujourd'hui ensauvagé. Complètement, et il n'y a aucune véritable réponse régalienne, étatique, ni justice, ni police à ce genre de choses, et ni immigrationniste. Mais je pense qu'il y a des cas en plus très particuliers, et on en parlait un petit peu hors antenne, sur ces Afghans qui sont envoyés, et c'est ce que disait aussi le maire de Châteauroux, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des migrants qu'on leur envoie dans leur ville, qui sont parachutés là, il n'y a pas forcément les infrastructures, on leur demande pas leur avis, et puis avec des gens qui ont vécu, c'est pas une excuse, mais des choses parfois difficiles. Ce que j'ai pu lire moi ce matin, c'est que visiblement ce jeune avait des troubles psychiatriques aussi. Alors on va me dire oui, vous voulez tout justifier, mais il y a quand même des gens qui ne sont lâchés dans la nature et qui ne sont absolument pas pris en charge. Et il y a un moment, il va falloir réfléchir à ça. Alors moi j'ai du mal à comprendre. Soit en fait toute l'immigration qu'on reçoit chez nous, c'est des chances pour la France. Soit il y a des cas psychiatriques dedans. Mais quand on tombe sur des cas psychiatriques, on va pas commencer à dire c'est bien pour ça qu'il fallait le recevoir. Non. Aujourd'hui il y a un problème d'immigration. Et c'est exactement ce que certains médias aussi refusent de voir. Moi, je vais vous dire, je suis comme Régis depuis hier, je suis complètement indigné du traitement médiatique qu'il y a eu. Ce matin, il y a un édito qui a été fait par BFM TV qui dit que il trouve ça ignoble comment Jordan Bardella, Marion Maréchal essaye de récupérer cela, mais comme si BFM TV ne faisait pas son chou gras sur l'affaire Émile, des jours et des jours à permanence de flash info, de publicité, etc. À jouer tout le temps sur les faits divers dans ce style-là. Et après, ils vont comme ça. Dès qu'il y a un Français aujourd'hui qui se fait agresser, assassiner par un étranger, c'est le seul fait divers dont on ne peut pas parler. Et où, effectivement, RMC va commencer à expliquer que oui, dans le fond, Matisse avait eu des propos racistes, alors que le communiqué, justement, du parquet a dit que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que c'est une fake news, qu'il y a des témoignages auprès des Figaro, justement, des camarades du club de football de Matisse, qui disent que c'est impossible ce type de propos de la part de Matisse, et que c'était un gentil garçon. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours trouver une façon de minorer cette problématique. Moi, je veux juste rappeler, par exemple, Timothy, 19 ans, en 2019, assassiné de plusieurs coups de couteau à Villeurbanne par un Afghan. Il y a également Elena, une étudiante de 19 ans, tuée à coups de couteau par un Afghan de 23 ans à Ronchin en 2022. On peut parler aussi de Léonie, 13 ans, droguée, violée, tuée par 4 Afghans dans un appartement de Vienne en 2021. Et je pourrais continuer. C'est un phénomène de masse et on refuse de le traiter. Et à chaque fois qu'on va dire « Ah oui, mais c'est un mineur, il est fou, il est barbare, etc. », ça devient une excuse. C'est ça qui est aberrant. Patricia? Oui, mais voilà, mais tout à fait. Mais en plus aujourd'hui, on se pose pas des questions parce que on accueille tous ces jeunes gens, des très jeunes hommes d'Afghanistan. Hein, et je rappelle que en Afghanistan, ce sont les femmes aujourd'hui qui sont presque emmurées vivantes par les talibans. Donc et je me suis posé la question: est-ce que ces jeunes gens ont fui l'Afghanistan parce que ils fuyaient la tyrannie des talibans, ou parce que c'est par pure raison économique? Pardon de vous dire ça, mais aujourd'hui, je penche plus pour la question de c'est une immigration économique. Mais là, il est avec sa famille. C'est une famille, il y a 5 enfants. Il y a 5 enfants avec cette famille, la mère, le père. Mais en général, mais nous accueillons. Mais c'est très bien. Il est de l'honneur de la France d'accueillir. Moi-même, je suis d'origine. Je suis immigrée. Je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi une fracture culturelle. Nous n'avons pas les mêmes repères. Et ces jeunes-là n'ont pas les mêmes repères. Et nous ne voulons pas le voir. Alors, comment voulez-vous qu'on arrive à travailler sur des politiques d'intégration ou d'assimilation? Pour moi, c'est pas un gros mot. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre les ressorts même de comment vous dire, de culturels, des pays d'origine, de provenance de ces jeunes. Non, il faut se poser les bonnes questions sans tabou. Oui, mais Régis avait raison. Enfin, je partage à moitié. C'est déjà pas mal. Ce qu'il a dit tout à l'heure sur les réponses qu'on apporte à ce genre de problèmes et de catastrophes, parce que ça en devient une catastrophe. Sur la réponse policière, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que les policiers font leur métier dans des conditions extrêmement difficiles. On les sait. Il y a pas assez d'effectifs, etc. Sur la réponse pénale, évidemment, elle est absolument en dessous de tout.
Moi, je comprends pas. Ça fait des années que chaque fois qu'on a ce genre de problème, moi je dis, et il y a un certain nombre d'hommes politiques qui l'ont repris, de femmes politiques qui l'ont repris, je dis la majorité pénale ne doit plus être à 18 ans, elle doit être à 15 ans. Alors on commence à y venir. Ben oui. Et troisièmement, la réponse. L'arsenal législatif, il est là. Enfin, je sais pas. Oui, mais pas suffisant. Mais la réponse. Il est peut-être plus adapté. La réponse à l'immigration, elle est aussi insuffisante. On n'a pas voulu dans la loi immigration, je le regrette, moi je soutiens la majorité présidentielle, j'en fais partie, mais là ça a été une erreur, je suis désolé de le dire, la loi de l'immigration de 2023, elle n'a pas réglé le problème du droit d'asile, qui est le problème numéro 1 aujourd'hui. Et on le voit bien avec ce genre d'affaires, le droit d'asile, on a 140 000 demandes d'asile par an. On en avait 20 ou 30 000 dans les années 2000. Ça veut dire que ça a été multiplié par 5 ou 6, ce qui est énorme. On en accepte 40%, quand même. On en accepte 40%. Et les déboutés, 10% seulement sont expulsés. Mais c'est la problématique du droit d'asile en tant que tel, parce que c'est pas seulement le fait que c'est contourné, mais prenons le cas de l'Afghanistan. C'est pas seulement la législation française. On se dit, mais les pauvres Afghans, ils fuient le régime taliban. Mais vous savez, dans les opposants du régime taliban, il y a par exemple l'État islamique du Khorasan, qui a fait l'attentat terroriste à Moscou. C'est un peu comme quand on va, vous savez, accueillir ces réfugiés politiques qui viennent de Tchétchénie, parce que oui, les pauvres, ils sont contre Ramzan Kadyrov. Mais en fait, ça finit par des gens comme celui qui a assassiné Dominique Bernard. Il faut aussi le comprendre, c'est que notre droit d'asile aujourd'hui protège des gens qui en fait sont vus comme plus radicaux par des régimes déjà ultra radicaux. Et parce qu'on refuse de toucher à cela, parce qu'on se dit, voilà, à un moment donné, le droit d'asile, la France, etc. Souvenez-vous de ce qui s'est passé quand les talibans sont revenus au pouvoir. Il y a eu tout un tas d'intellectuels de gauche, plutôt de gauche, qui nous ont dit, les talibans sont devenus des moutons. On nous avait même dit inclusifs. On marque une pause et on continue. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue, on va essayer d'avancer un petit peu. Jérôme, vous aviez un coup de gueule. Oui, je sais que vous en avez beaucoup parlé sur Sciences Po. Alors sinon, c'est un coup de cœur. Voilà. Allez-y. Voilà. C'est un coup de cœur Sciences Po. À Valérie Pécresse. Voilà. D'accord. Parce que je trouve qu'elle a eu la bonne réaction. Alors après, on peut dire, j'ai vu ce matin les commentaires en disant oui, mais c'est repoussé pour mieux sauter. En réalité, le fait qu'elle ait suspendu pour le moment les aides à Sciences Po de l'ordre d'1 million d'euros par an, plus des aides qui sont des aides de fonctionnement sur un certain nombre de dispositifs Sciences Po de la part de la région, ça va pas tenir parce qu'elle va reprendre effectivement dans quelques semaines. On n'en parlera plus et puis elle va finir par donner son aval à la subvention. Bon, moi je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je trouve qu'aujourd'hui son geste est le bon geste. Alors elle a dit rétablissement de la subvention lorsque la sécurité, alors ça on voit bien ce que c'est, la sécurité à Sciences Po, et la sérénité, alors ça on voit moins bien ce que c'est, ça peut être la sérénité, parce qu'à mon avis, il faut des années et des années, j'en parlerai rapidement, pour que la sérénité revienne à Sciences Po. Lorsqu'on rétablira sécurité et sérénité, on rétablira la subvention de 1 million. Bon, ok, on verra bien ce que ça donne, mais moi je trouve que son geste a été le bon, et je regrette que le geste de l'État n'ait pas été similaire. Voilà. Ouais, alors Sylvie Retailleau ce matin dit qu'il n'est pas question de couper les subventions, 75 millions d'euros qui sont donnés chaque année à Sciences Po, et puis elle est revenue un petit peu sur ses félicitations au directeur de Sciences Po. Vous savez, elle avait fait un tweet en disant je le félicite pour sa gestion, etc. Écoutez, moi Sciences Po c'est mon école, je sais ce que je lui dois, beaucoup. J'y suis particulièrement attaché. C'était complètement différent. Alors, évidemment, le monde évolue, les écoles évoluent, etc. Aujourd'hui, il y a 15 000 personnes, il y a 15 000 élèves à Sciences Po, c'est énorme. À notre époque, il y en avait 3 000. Bon, mais ce que nous disait hier Jonas Haddad, qui est allé sur place, qui était un des rares élus à être allé sur place vendredi, ce qu'il a entendu dire, alors il faudrait le vérifier, c'est qu'il y avait en fait une cinquantaine d'étudiants en Sciences Po. Alors, il y avait le reste n'était que des... D'après mes informations, il y avait 200 élèves, dont 50 issus de Sciences Po. Ça veut dire qu'il y en avait 150 issus de l'extérieur qui venaient
à la demande de LFI, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est LFI qui a monté tout ça. D'ailleurs, ils veulent que ça se propage. Hein. On a bien vu les déclarations dans l'ensemble des IEP et dans l'ensemble des universités françaises. J'imagine le tollé que ça va provoquer. Et donc, j'en finis. Hein. Et donc, pour en venir à Sciences Po, je crois que là, il y a un choix qui doit être fait. Est-ce que continue cette dérive avec une direction qui est complètement aux abois, qui est provisoire d'ailleurs, hein, puisque le recrutement du directeur est lancé à la fin du mois, je crois aujourd'hui d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons. Réponse au mois de septembre avec l'heureux élu. Je lui souhaite bien du courage. Mais enfin, il faut reprendre cette école en main. Alors, je pense pas comme Manuel Valls qu'il faut la mettre sous tutelle, parce que le principe de Sciences Po, c'est quand même l'indépendance et c'est la liberté. Voilà. Alors, trop de liberté tue peut-être la liberté. En ce moment, on voit ce que ça donne. Mais en tout cas, il faut reprendre cette école en main. Non, mais c'est la même chose que dans les immeubles où il y a des dégradations. On sait qui ils sont. Ils sont une minorité qui empêche une majorité. Alors, Régis de Castelnau. Oui, alors, Madame El Haïry, celle qui veut pas qu'on jette l'eau propre, a dit que Sciences Po avait été mise à feu et à sang. Il faut être sérieux. On va revenir aux proportions. J'ai commencé mes études supérieures à l'automne 68, moi. Je peux vous dire que des occupations de fac, j'en ai vu. Personne n'est mort. Non, il n'y a pas eu de violence à Sciences Po. On monte ça en épingle. Et alors là, je suis pris dans une contradiction terrible, Valérie, parce que je suis trop content de ce qui arrive à Sciences Po. Je ne me réjouis pas de l'utilisation en politique intérieure et dans le conflit israélo-palestinien de ce qui s'est passé à Sciences Po, mais cette école qui est devenue l'antre du wokisme français, qui aujourd'hui se fait taper dessus, mais je m'en réjouis. Moi, j'ai eu des stagiaires Sciences Po, j'ai eu des stagiaires de l'ENA pendant assez longtemps, et j'ai vu la dégradation de cet enseignement et ce qui est devenu cette école qui est pitoyable aujourd'hui. Juste un exemple. Là, il y a eu cette manifestation, il y a eu cette occupation qui s'est terminée, dans le calme. Quand il y a eu le Hijab Day, c'est-à-dire que tous les ans, on faisait une journée spéciale pour le voile islamique à Sciences Po. Personne ne disait rien, dites donc. Mais c'est la même école. C'est la même école. Alors là, je vais finalement assumer ma contradiction. Je me réjouis des problèmes qui frappent aujourd'hui Sciences Po. Mon cher, j'ai fait aussi Sciences Po. J'ai pas passé le diplôme parce que j'étais devenu avocat entre-temps et ça m'intéressait plus. Mais c'est pour ça que tu te réjouis. Alors voilà, parce que t'es pas diplômé. Oui, par méchanceté pure, par méchanceté pure. Non, mais... Je suis pas diplômé, je ne suis qu'ancien élève. Voilà. Ouais. Moi, je vais dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure concernant Jonas Haddad, qui voyait qu'il n'y avait pas que des étudiants. Et moi, c'est ce que ma journaliste, justement, qui a enquêté sur le groupe Urgence Palestine, a vu et a constaté. C'est qu'en fait, il y a énormément aujourd'hui de collectifs dans Paris, en France, etc. Et à chaque fois, ils vont aller se mobiliser sur différents endroits. La cause palestinienne, la cause écologiste, etc. Et dans ces groupes sur les images, elle a pu notamment voir à Sciences Po, mais aussi à la Sorbonne en ce moment, comment il y a des groupes. Par exemple, là, c'est le comité Palestine Paris 3. Il y a quelqu'un dedans qui le gère, qui est à la pointe, qui s'appelle Eddy, qui vient du collectif Urgence Palestine et qui est en réunion, et notre journaliste Pauline le raconte. Elle disait texto et qu'il faut jeter des cocktails Molotov sur les femmes juives. C'était le 8 mars dernier. Donc il y a une radicalisation. Ce qu'ils veulent justement, c'est faire en sorte que tout ça, ça prenne l'ampleur. Et vous savez que ces différents groupes, il faut savoir que dedans, il y a des personnes qui sont responsables et qui sont en charge, en fait, d'être dans tous les groupes pour les coordonner et pour faire cette convergence des luttes, et pour justement que ça explose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est très grave dans ce qui se passe à Sciences Po là, c'est aussi comment la France Insoumise joue dessus. Quand je vois Carlos Bilango, le député LFI, disait la semaine dernière, c'est comme à Columbia ici, on est ravis. Il faut se rappeler quand même qu'à Columbia, il y a quelques semaines, les slogans, c'était qu'il retourne en Pologne, etc. C'était quand même assez violent. Donc c'est un véritable relent d'antisémitisme. Et la différence, contrairement à ce que disait Régis, c'est que dans les années 70, années 80, même aux États-Unis, quand il y avait justement des manifestations, c'était pour acquérir des droits, avec des personnes qui avaient des combats parfois qu'on comprenait complètement, par exemple qui allaient lutter contre le racisme aux États-Unis pour avoir autant de droits, pour sortir de la ségrégation, etc. Aujourd'hui, ces gens qui manifestent, ils détestent la France et le pays dans lequel on est, ils veulent presque en sortir. Il n'y a pas du tout ce phénomène d'adhésion. C'est une véritable rupture qui est incarnée aujourd'hui par le kéfier qui est porté par ces gens du parti de l'étranger. C'est une manœuvre politique. Clairement. C'est une manœuvre politique, mais qui est mue d'abord par le fait qu'on a importé aussi ce conflit chez ce qu'on peut appeler les petits blancs de gauche,
mais également une partie aussi quand même Sciences Po. C'est beaucoup d'étrangers aussi, parce qu'on a ouvert cette école, on a choisi de le faire à l'étranger, avec aussi des fonds américains plutôt woke qui tiennent aussi Sciences Po, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, cette école qui est censée quand même former l'élite de demain, eh ben, elle est en complète dérive. Oui, Pamela. Oui, je ne sais pas s'il y a manœuvre, mais moi je pense quand même que, j'ai interpellé Gérard Larcher pour lui demander est-ce que ce serait pas l'occasion d'avoir une commission. Une commission d'enquête, parce que je pense quand même que effectivement c'est une minorité d'étudiants, une centaine ou une cinquantaine, je ne sais pas, mais il y a aussi, pour moi, il est clair qu'il y a de l'influence extérieure, d'associations, de collectifs, et ce serait l'occasion aussi de savoir comment ces associations sont financées. Parce que ils ont eu quand même les félicitations de l'ayatollah Khamenei. Oui. Non, mais les associations, elles sont même financées par des collectivités locales. Je me souviens que quand j'étais élu au Conseil de Paris, je suis désolé, Madame Hidalgo donnait un certain nombre de subventions à des associations qui étaient peu recommandables. Mais tout ceci est organisé. Non, mais il n'y a pas que les subventions publiques. Vous avez peut-être aussi des... Mais c'est pas du tout ça. On sait très bien qu'il y a des minorités agissantes. Il y a toujours eu des minorités agissantes dans la vie estudiantine, vous vous souvenez, hein, oui, tout à fait. Et ce sont elles qui forment les gens, ce sont elles qui organisent tout ça. Là, on a affaire à des gens qui sont parfaitement identifiés, qui le revendiquent. Oui, et les filles ne fait pas. Avec, je pense, une grande différence quand même, c'est que depuis le 7 octobre, on voit ces personnes s'afficher ouvertement avec des islamistes salafistes, c'est-à-dire la longue barbe, le kéfi, etc. C'est quand même assez nouveau. Ça veut dire qu'on est en train de rendre ces gens acceptables, en fait. Mais vendredi dernier, devant Sciences Po, il n'y avait pas que des étudiants. Mais on est bien d'accord, il y avait des agitateurs professionnels. Donc je pense qu'il faut, aujourd'hui, il faut une commission. Sciences Po Rennes, Sciences Po Strasbourg, Menton, Saint-Étienne sont occupés ce matin par des militants pro-palestiniens. Bien sûr. La Sorbonne est fermée, a priori aussi. Donc c'est un mouvement qui peut... Mais LFI a donné sa feuille de route en disant il faut que ça se diffuse dans l'ensemble des IEP de province. Bon, voilà, on en a le résultat. Encore une fois, ils ont tous le même objectif aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent cet été. Qu'est-ce qu'on voyait le week-end dernier, où il y avait des collectifs de sans-papiers, alliés à des collectifs justement comme Urgence Palestine, qui disaient en fait, si on n'a pas nos papiers, vous n'aurez pas de Jeux Olympiques. Aujourd'hui, sur les questions aussi des éco-activistes, etc., on sait qu'ils veulent réorganiser un Sainte-Soline au mois de juillet. C'est ça, c'est la menace permanente. Parce qu'ils sentent poindre aussi au sommet de l'État un Emmanuel Macron qui a tellement peur d'importer le conflit israélo-palestinien, parce qu'il pense que c'est lui, par ses propos, qui va l'importer, parce qu'il refuse de voir que ça l'est déjà en raison d'immigration de masse, que justement ils veulent jouer de ça. Et c'est pour ça que Sciences Po c'est outrageusement mouillé dans cette histoire de ok, on est contre l'antisémitisme et la solution c'est qu'on va l'organiser, on va s'occuper du débat. C'est délirant. Bien sûr. Oui, et surtout à Columbia, vous avez vu la semaine dernière, il y a des étudiants qui commencent à dire mais maintenant non, il faut qu'on arrête, on est manipulé. Ce slogan from the river to the sea, Palestine will be free, il faut arrêter avec ça. Et aujourd'hui, parce que non, il faut aussi parler des otages. On ne parle plus des otages israéliens. Et non, mais c'est quand même consternant. Oui, mais il faut surtout, moi j'en reviens à Sciences Po. Intramuros. Il faut surtout remettre de l'ordre dans cette école. Je ne partage pas le sentiment que nous a évoqué tout à l'heure Régis en disant qu'il était content de la dérive. Bah non, moi ça me fait plutôt pleurer. Attention. Arrive là. Voilà. Je trouve que cette dérive est lamentable et on donne une image à l'extérieur de la France qui est épouvantable. Épouvantable. Mais non, mais attendez, tout l'appareil d'État, toute la haute fonction publique est gangrenée par cette école. Enfin, écoutez, quand vous voyez les concours de l'ENA, ils en sortent tous. Ils passent tous par cet entonnoir. Je pense qu'on a un réel problème avec cette fausse grande école. Mais ils sont donc pas je me réjouis de ces ennuis. Non, ils sont pas tous woke, ils sont pas tous... Je sais bien que c'est une minorité. Mais d'ailleurs, sur les 1 million de... Moi, je partage votre coup de cœur à l'origine concernant Valérie Pécresse et je lui fais rarement des compliments. Il y a aussi la question des boursiers. J'aimerais bien qu'on regarde dans ces jeunes qui ont des bourses, qui sont financés aussi indirectement quand même par de l'argent public. Eh ben on coupe les bourses. Ils veulent être révolutionnaires. Ben qu'ils soient révolutionnaires jusqu'au bout. Attendez, révolutionnaires, ils étaient capables de se financer eux-mêmes. Il n'y a plus de direction. Il n'y a plus de direction. Non, on peut pas couper les bourses d'étudiants. Enfin, je veux dire. Si, c'est comme quand un étudiant pose problème en classe, on l'exclut. Ben là, on va pas l'exclure. On va lui dire tu vas être libre. Un dernier mot. Mais attendez, Régis de Castelnau. Pourquoi monter en épingle ce qui a été
un incident, effectivement, 50 étudiants de l'école, 150 extérieurs. Mais non, c'est pas un incident. Mais vous avez des propos antisémites qui appellent à la mort d'Israël et des Juifs. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Sur les propos qui ont été tenus, il y a eu aucun. Il y avait eu la réunion. Les symboles des mains rouges ensanglantées. Mais oui, mais il est discuté le symbole des mains rouges ensanglantées. Non, il n'est pas discuté du tout. Non. Ceux qui font référence à ça connaissent l'imaginaire précis. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Moi personnellement, je n'y souscris pas. Je dis que cette façon de monter, on essaie de se faire peur avec quelque chose mais c'est quand même inquiétant de voir la dérive d'une grande école française. Mais elle est bien antérieure, la dérive. Elle est bien antérieure, la dérive. C'est pas un incident isolé. On a évoqué les États-Unis. C'est quand même en ce moment. C'est pas la France, hein. Mais il y a une vague. C'est pas la France, mais la France est en train de venir. Je suis désolée. Mais j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Vous croyez pas qu'il y a une montée de l'antisémitisme? Mais non, mais attendez, je regardais hier l'arrivée. Le 3 mai 1968, c'était un vendredi, hein, la Sorbonne a été occupée par Cohn-Bendit et les événements de mai 68 ont commencé à ce moment-là. Mais donc c'était un conflit national. Ce que je veux dire, c'est que non, c'est pas vrai ça. C'était pas un conflit national. Ça a démarré tout d'un coup. La France sans lui, c'était ensemble. Les gens avaient marre. À la Sorbonne, il y avait 3 pelés intondus. Il y a une compagnie de CRS qui les a foutus dehors et c'était terminé. Régis, le souci, c'est que vous avez une vision sécuritaire. On parle pas de problème sécuritaire. Effectivement, en 68, ils ont fait trembler de pouvoir les étudiants. Là, on ne craint pas que d'un coup, la France soit bloquée. On dit simplement que ce qui se passe, en fait, incarne et symbolise un phénomène justement de diffusion d'un antisémitisme et d'une proximité avec les islamistes. Et celle-là, elle se fait quoi? Elle se fait dans une des principales écoles de formation des élites françaises et elle se fait quand même complètement assumée avec le soutien de députés de la France Insoumise comme Rima Hassan en pleine campagne des élections européennes. C'est pas les médias qui sont allés trouver 50 pelets et 3 tendus en mettant des caméras devant pour essayer de faire monter le truc en épingle. C'est eux qui le souhaitent parce qu'ils sont dans cet objectif de diffusion de leur idéologie. Petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler du journaliste Jean-François Aquili, licencié de France Info. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, on voulait revenir sur l'affaire Jean-François Aquili, un journaliste de France Info qui animait l'émission Les Informés. Le Monde, encore Le Monde, il y a quelques semaines, a publié une information selon laquelle il se serait entretenu avec Jordan Bardella dans l'optique de l'aider à faire un livre, à écrire un livre, ce fameux livre qui doit sortir bientôt, Jordan. Il dit, lui, Jean-François Aquili, qu'il s'est entretenu avec Jordan Bardella, effectivement, mais qu'il n'a en aucun cas participé à ce livre. Il a été suspendu par la direction de Radio France, qui aujourd'hui a donc décidé de le licencier pour cette raison et aussi parce qu'il n'aurait pas déclaré des média training, c'est-à-dire que les journalistes, beaucoup de journalistes, je n'en fais pas partie, font des média training, c'est-à-dire entraînent, des ménages, ça s'appelle des ménages, entraînent des journalistes, leur font le jeu des questions-réponses pour les entraîner à parler dans les médias. Donc il ne les aurait pas déclarés, il aurait été viré pour ça. Certains y voient plutôt un règlement de compte politique. Éric Tegner. Oui, moi je vais mettre sciemment de côté cette question, est-ce qu'il a peut-être fait autre chose à côté? Pourquoi? Parce que la polémique, elle n'est jamais venue de ça. Et que de toute façon, si une direction veut éliminer quelqu'un dans son entreprise ou dans une institution, c'est un peu comme le fisc, on trouve toujours quelque chose sous le tapis de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, justement, il y a une entreprise fomentée aussi par des médias comme Le Monde, l'Express encore ce matin, qui ont qu'une crainte, c'est de voir que quelqu'un comme Jordan Bardella ou d'autres, en fait, arrive à voir des grands patrons, des institutionnels, un peu discuter avec des journalistes. Il y a cette question-là un peu du côté un peu plus mainstream du Rassemblement national, en tout cas de ces idées-là à droite. On le voit dans les sondages qui montrent que chez les CSP+, ça fonctionne bien. Alors là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ressortent la machine de guerre à diabolisation, c'est-à-dire que quiconque
verrait un jour le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, même lui émettre l'idée possible peut-être un jour d'écrire un livre avec lui, serait définitivement exclu de son travail, parce que c'est ça qui s'est passé. Il n'a pas dit oui, il n'a pas signé un contrat avec Jordan Bardella, il n'a pas été rémunéré, il a eu une discussion dans un cadre privé. C'est un peu comme si demain, eh bien, pour éliminer quelqu'un justement de l'espace médiatique, il faudrait que Jordan Bardella il simplement se contentait d'aller le voir et de lui faire une proposition. Vous imaginez un peu ce retour en arrière en termes de diabolisation. Et il faut simplement poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, d'autres responsables, justement, d'autres journalistes auraient le même traitement s'ils avaient plutôt vu Jean-Luc Mélenchon, s'ils avaient plutôt vu les responsables ou encore Emmanuel Macron? Non, ça touche toujours le même camp et c'est toujours organisé de la même façon, et derrière il y a des victimes collatérales. On le voit à quel point aussi la compagne de ce journaliste, Chloé Morin, qui est une femme respectable, qui en fait jusqu'à aujourd'hui était très bien vue, notamment chez France Inter. Elle écrivait notamment pour la Fondation Jean Jaurès, c'était une politologue, etc. Voilà. Et d'un coup, maintenant, elle est d'extrême droite, c'est terminé. Et c'est toujours ça la même chose. C'est que dès que vous n'êtes pas un peu plus à leur droite, ou dès que vous n'êtes pas exactement dans le même moule, eh bien on vous carbonise. Ouais, Guillaume Durand a tweeté beaucoup de journalistes ont servi de plume à des politiques, sans parler des histoires d'amour. Le brillant Geoffrin a aidé Hollande. Notre doyen Monsieur Duhamel a fait un livre d'entretien avec Jospin. Legrand, donc c'est Thomas Legrand sur France Inter, défend les pro-palestiniens. Qu'a fait Akili qui justifie son exil brutal? C'est vrai qu'il y a une forme d'hypocrisie malgré tout. Je connais des journalistes donneurs de leçons qui eux-mêmes sont dans des cabinets, travaillent avec des cabinets de communicants qui et qui vont entraîner ces politiques à faire des interviews. Alors je vous donne quand même la réflexion du patron de France Info qui dit: hélas, le dossier est très lourd et il y a énormément de conflits d'intérêts. C'est pour ça que nous avons pris cette décision. Alors Patricia, pourquoi je t'appelle Patricia? Pamela Tambi, vous êtes communicante, j'imagine que vous êtes au fait de ce genre je trouve pas le mot de pratique. Des journalistes. Consanguinité, je sais pas, oui. Ouais. Alors, ce genre de pratique existe. Des journalistes et des communicants qui échangent avec des hommes politiques en off, il y en a pléthore. Bien sûr. Donc, et même peut-être qui conseillent des politiques, mais qui ne sont pas rémunérés et qui peut-être même peut être amené à lire un livre, à corriger un ouvrage, à donner son avis. Non, effectivement, moi je pense que il y a de l'hypocrisie. Et puis je me pose la même question que vous. Eh ben oui, s'il avait échangé avec un leader d'extrême gauche. Ben oui. Est-ce qu'il aurait été... Ce que dit Éric Tegner est juste, c'est-à-dire que c'est parti de la révélation du fait de cet entretien de Jordan Bardella. Après, c'est comme une... En fait, ce qui est navrant, c'est comme une mise en garde. Voilà. C'est-à-dire que attendez, moi je veux bien tout entendre sur cette affaire. Je connais bien Akili, je connais ses pratiques aussi. J'en ai fait, malheureusement... j'en ai été un peu victime, peu importe. C'est une affaire personnelle, ça n'intéresse personne, mais enfin... Un peu de bon sens quand même. S'il va au prud'homme, ce qui semble être le cas, écoutez, il y a des juges qui s'appellent les juges des prud'hommes. Et puis il y a un cas, tous les jours, il y a des gens qui sont licenciés, parfois à juste titre, parfois de manière inacceptable. Il y a des juges qui font leur métier de juge du droit du travail. Non, mais ça, je suis d'accord avec vous, mais il y a un message. Mais il y a un message. On va pas en faire une montagne. Non, mais bien sûr, mais il y a un message. Imaginez si on je suis pas d'accord avec vous. Si on poussait leur logique jusqu'au bout. Est-ce qu'on va demander à Léa Salamé si elle conseille Glucksmann? Est-ce qu'on va lui demander si elle relit ses discours? Non, mais là, ils sont ensemble. Non, mais ce que je veux dire, c'est que demain, chez France Inter... Akili et Monsieur Bardella sont pas ensemble dans la vie. Le débat est sur une question idéologique. Ça veut dire qui est respectable et qui ne l'est pas. Non, mais n'en faites pas une affaire politique. Je voudrais dire une chose. Juste pour dire, France Info dit ce n'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'il a eu des collaborations externes sans nous prévenir. C'est la raison. Allez-y, Régis. Moi, je pense qu'il y a une dimension d'interdit professionnel assez claire, et ça saute un peu aux yeux, et je pense que ça n'a pas arrangé son cas que ça a été avec Bardella. Mais je rappelle que c'est le service public
que il y a un règlement intérieur relatif à ces pratiques et que on est en train d'importer, et c'est pas une mauvaise chose. Il y a des choses qu'on importe des États-Unis qui ne conviennent pas, mais là-bas l'exigence de l'absence de conflit d'intérêts est assez forte, et donc il semble bien quand même que Monsieur Achille, je sais pas, excusez-moi comment on prononce, a un peu franchi le trait à plusieurs reprises. Alors que ça sorte maintenant parce qu'il y a Bardella, et que ça devienne un enjeu politique, ça c'est tout à fait clair. Et moi je déteste l'atmosphère de censure qu'il peut y avoir aujourd'hui. Ceux qui acclament l'interdiction de Zemmour en Belgique avec Orban, ceux qui approuvent l'interdiction de Jean-Luc Mélenchon, ça ne me plaît pas. Là, cet interdit professionnel ne me plaît pas non plus. Mais il y a un règlement intérieur, et que il semble qu'il l'est assez fréquemment et assez lourdement violé. J'ai les mêmes, mon cher ami, les mêmes informations que vous. Oui, mais c'est que ne se sont-ils pas rendus compte avant ? C'est aussi la question qu'on peut poser. Oui, on a l'impression que les conflits d'intérêts. Non, mais il faut vraiment se méfier parce que là, on réagit un peu à chaud. Peut-être que dans 6 mois, on aura le jugement des prud'hommes qui dira qu'effectivement, oui, mais Monsieur Achille. C'est une bonne façon de tenir les gens parce qu'on sait que tout le monde est un peu coupable, mais on leur dit tant que vous franchissez pas la ligne rouge et que vous êtes bien dans la ligne. Ça, vous n'en savez rien. On n'a pas le fond du dossier. On n'a pas le fond du dossier. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.